Situation inquiétante étendue en Afrique du Sud. Un vent de violence souffre ces derniers jours dans le pays de Nelson Mandela. Principale cible des immigrés africains, ceux-ci sont tués, vandalisés et leur activité saccagée, principalement dans les villes de Johannesburg et Pretoria. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant débloqué par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur très haute instruction du chef de l'État pour la région de l'extrême nord. Le dit montant devra servir à la réalisation de certains travaux de franchissement dans la ville de Maroua et à l'aménagement en urgence des déviations suite à l'effondrement du pont jaune de Baoliwol. Et puis, bras de fer entre l'Africa Foot et la Ligue professionnelle de football du Cameroun LFPC. Un autre épisode conflictuel au sein du sport roi au Cameroun à quelques mois de l'organisation du CHAN par le pays de Roger Mila et Samuel Eto'o-Fils. Lecture transversale de ce nouveau brasier dans la paille de sport de ce 21h. Et voilà qui est servi le sommet de cette édition. Madame, messieurs, bonsoir. Vous faites bien de choisir la Dan Broadcasting System lorsqu'il est 21h. C'est l'heure du grand format de l'information en langue française. Une fois n'est pas coutume et nous ouvrons cette édition du 21h hors de nos frontières. Regain de violence xénophobe en Afrique du Sud depuis lundi. Des étrangers africains ciblés, tués et vandalisés et leur commerce saccagé dans la ville de Pretoria et celle de Johannesburg. Les réactions se sont fait entendre sur la scène internationale. Adjipoto. Des étrangers originaires de plusieurs pays brûlés vifs en Afrique du Sud. 45 au total, selon un récent bilan publié par certaines sources. Parmi eux, il y aurait 7 Zimbabwéens, 8 Tchadiens, 6 Congolais, 9 Zambiens, 2 Camerounais, 2 Tunisiens, 2 Maliens. Une résultante d'une nouvelle flambée de violence xénophobe dans ce pays depuis lundi, avec pour cible les migrants africains dans les villes de Johannesburg et de Pretoria. Sur le théâtre de ces violences, des centaines de magasins appartenant aux étrangers pillés et saccagés par des individus armés de goudins et de projectiles mettant le feu à leur passage. Face à cette tension qui a provoqué une onde de choc dans plusieurs pays, le président Cyril Ramaphosa a rompu le silence hier en condamnant ces actes de barbarie contre la diaspora africaine. Mais dans la rue, des milliers de Sud-Africains sont décidés à en découdre avec les étrangers qu'ils accusent d'être à l'origine des difficultés économiques dans leur pays et de son taux de chômage record, 29%. Cette montée de fièvre xénophobe enregistrée ces derniers jours a pris une tournure continentale, suscitant de vives inquiétudes. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé mardi des attaques abjectes. Dans la même veine, le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari s'est dit très inquiet de ces violences contre les immigrés africains, notamment ceux venus de son pays, et a annoncé l'envoi d'un émissaire en Afrique du Sud dans les tout prochains jours. Il a par ailleurs indiqué que des mesures décisives seraient prises contre cette nouvelle vague de violences xénophobes dans ce pays. Et bon à savoir, cette montée de violence xénophobe en Afrique du Sud a pour essence le taux du chômage élevé, mais l'origine est plus profonde qu'il ne paraît. La xénophobie en Afrique du Sud, une lecture de Hervé Mokoré. La xénophobie serait-elle le cancer qui ronge la société sud-africaine? Le croire ne serait pas une exagération. L'hostilité envers l'étranger devenu un phénomène cyclique est une preuve par neuf que la gangrène a bien évolué dans le pays arc-en-ciel. En 2015 et 2017, ce type de violence avait défrayé les chroniques. Rebelote en 2019. Les raisons qui justifient ces écarts de conduite intolérables des Sud-Africains reposent sur l'emploi. Les citoyens du pays de Nelson Mandela estiment que la forte présence des étrangers dans leur pays est la cause du taux élevé de chômage en Afrique du Sud. Curieusement, les étrangers, surtout africains, sont pris à partie. Selon eux, leurs frères du continent sont responsables de tous les malheurs que connaît le pays. Voilà qui pourrait donner raison à ceux qui font toute une autre lecture de l'origine des violences dans le pays arc-en-ciel.
Ces témoins affirment qu'à l'époque de l'apartheid, les Blancs donnaient plus de boulot aux femmes qu'aux hommes jugés dangereux. Les femmes ramenaient donc de l'argent et les hommes sont devenus des ménagères entretenues. Ces hommes étaient réduits à des activités comme mineurs, jardiniers ou alors gardiens. Une situation qui a perduré jusqu'après la période de l'apartheid. Les étrangers d'Afrique du Sud ont plutôt une autre habitude. Travailler dur, ramener de l'argent, draguer et entretenir les femmes. Conséquence, les femmes du pays de Nelson Mandela sont de plus en plus friandes des étrangers qui savent s'occuper d'elles matériellement, sentimentalement. Mais par pudeur, nous nous arrêtons à ces deux qualités. Comme on peut s'en douter, les hommes noirs sud-africains sont blessés dans leur amour propre. Ils voient donc ainsi les étrangers prendre leur boulot et leurs femmes. La xénophobie y puise dans son essence. Une lecture vraisemblable qu'on gagnerait à y accorder beaucoup d'intérêt. Et à chacun sa lecture. Retour à présent sur la scène nationale avec pour direction les deux régions septentrionales les plus hautes sur haute instruction du chef de l'État. Un montant de 1,5 milliard de francs CFA a été débloqué par le ministre de l'Habitat et du développement urbain pour la réalisation de certains travaux de franchissement à Maroua et l'aménagement en urgence des déviations suite à l'effondrement du pont jaune de Baouel. C'était au cours d'une visite de travail du MINDU dans la ville de Maroua. Réhabilitation des ponts effondrés dans la région de l'extrême nord, le président de la République a ordonné le déblocage de près d'1,5 milliard pour le pont Misao. L'annonce a été faite par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au cours de sa visite de travail qu'elle a effectuée le 31 août et le 1er septembre dans la région de l'extrême nord. Je suis venue également porteuse d'un message du chef de l'État qui a débloqué près d'1,5 milliard pour que des solutions durables soient prises, pour que ce pont se mette en chantier tout de suite. Dès la semaine prochaine, nous avons fait appel aux entreprises citoyennes et les entreprises citoyennes se sont mobilisées tout de suite. Je voudrais les remercier. Au cours de cette descente sur le terrain, le ministre a pu non seulement apprécier l'état des infrastructures, mais évaluer la situation de la voirie de Maroua. Mais ce n'est pas les autorités qui doivent curer, ce sont les maires. Et donc, la voirie est dans un état inacceptable. Et je pense que nous avons donné des solutions claires et fermes pour que d'ici la semaine prochaine, les autorités locales se mobilisent pour améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Maroua. Concernant les travaux d'urgence de la construction du pont de Misao, la liaison entre Maroua 1er et Maroua 2 est déjà rétablie. Loin d'être un stress, c'était dans un reportage de Jackson George sur les images d'Abdul Halim et à un jet de pierre de la Awards nationaux FEICOM 2019 dans le Nord. La commune de Garoua 2 remporte le premier prix dans le cadre de ce concours qui récompense les meilleures pratiques communales. Rencontre avec le maire de cette circonscription politique dans ce reportage signé à Djipoto, Sefao Bénédicte. L'autonomisation de la femme, c'est ce projet qui a permis à la commune de Garoua 2 de rempiler 50 millions de francs CFA dans le cadre des awards nationaux du FEICOM. Les femmes en général vivent dans une précarité, dans une pauvreté dont on ne peut cesser de décrier. L'un des objectifs de ce projet, c'est d'aider la femme à sortir de cette pauvreté, à sortir de cette précarité. Pourquoi pas de s'assumer économiquement et financièrement afin de réduire la dépendance entre elle et l'homme. Pour que cela soit possible, le projet audacieux porté par une vision novatrice repose sur le regroupement des femmes en association pour l'épargne et le crédit, pour faire de ces dernières de véritables maillons du développement dans cette commune. Aucun développement ne peut réussir sans la participation de la femme. Le projet d'autonomisation de la femme aujourd'hui regroupe 271 associations qui comprennent 30 femmes membres chacune, soit 8100 femmes membres. C'est important. Et l'épargne cumulée qui est estimée par le partenaire technique aujourd'hui et la commune
avoisine les 500 millions de francs CFA. Identifier, évaluer, récompenser, promouvoir les pratiques communales qui ont contribué à l'amélioration du cadre de vie des populations camerounaises, c'est l'objectif de ces awards nationaux du FICAM. Et nous rentrons dans la ville de Douala, retour des élèves en classe au compte de l'année scolaire 2019-2020. Les élèves sous-muets étaient également de la danse. Comme tous les autres élèves, ils ont effectué leur rentrée le 2 septembre dernier au centre de rééducation pour enfants sous-muets situé dans l'arrondissement de Douala 2e. Colombie Catal, Constantin Nodomki, reportage. Ils ont répondu présents eux aussi le 2 septembre dernier, jour de la rentrée scolaire. Il s'agit ici des enfants déficients d'audition et de parole scolarisés au centre de rééducation pour enfants sourds à Douala. Si l'effectif du premier jour était relativement étriqué, les salles de classe ont les jours suivants progressivement gagné en densité. C'est vrai que les salles de classe n'étaient pas pleines, mais de mardi à aujourd'hui, mercredi, les enfants ont repris goût. Dans les salles de classe, par rapport au nombre observé le premier jour, les élèves ont répondu présents. Tous les enseignants sont dans les salles de classe. En salle, c'est un décor d'une classe ordinaire à moins bruyante. Le programme est le même que celui des entendants. Ici, chez nous, les enfants sourds ont les mêmes livres que les enfants entendants. Que ce soit le français, que ce soit le mathématique, que ce soit en tout cas, bref, tous les mêmes livres. Comme pour une école classique, l'année scolaire 2019-2020 offre un cycle complet. Le cycle primaire va de la maternelle au CM2. Et puis chez nous, nous disons de la maternelle en 7e année. C'est là où les enfants font le CEP. Et il y a une classe de 8e année, classe préparatoire pour le collège. Dans la pratique, l'initiation est fastidieuse tant le langage est dépourvu de phonétique. Pour enseigner une leçon de français, l'enseignant commence par faire des signes. Après avoir fait des signes, il prend la parole. Parce qu'en même temps, pendant qu'il enseigne, il faut aussi la rééducation de la parole. Il peut émettre un mot et demande aux enfants de répéter. Quand il y a la difficulté, il y a le toucher comparatif pour faire en sorte que l'enfant puisse émettre le mot que l'enseignant veut. En dehors de ça, il y a aussi les images. Les échanges sont essentiellement faits de signes, pourtant les leçons sont assimilées. Au passage, celle-ci portait sur la mathématique. L'exercice peut ici être résolu. Dans les ateliers, il y a de l'activité. En salle comme en dehors, les apprenants se donnent à cœur joie à l'ouvrage. Ainsi est lancée l'année scolaire 2019-2020 au CRES, laquelle rendra une fois encore manifeste l'abnégation de ces enseignants en faveur de ces handicapés voués à la réussite. Des petits génies à suivre de très près dans la région de l'Est Cameroun, direction l'arrondissement d'Angossas, du paquet minimum distribué aux directeurs d'école pour une rentrée réussie. C'était au cours d'une cérémonie présidée par l'exécutif municipal dans la salle des actes de la commune d'Angossas. Retour sur cette cérémonie avec vous, Edwige Bertine-Biolé, Hugues Pascal Tufo. C'est un paquet minimum, version améliorée tant en qualité qu'en quantité, qui a été remis solennellement quelques jours avant la rentrée scolaire à l'inspecteur de l'éducation de base de la commune d'Angossas à l'Est Cameroun. Les paquets étant arrivés à temps dans les mairies dans le cadre du premier semestre de l'année budgétaire. Avant, le paquet minimum arrivait au second semestre, ce qui ne nous permettait pas parfois d'avoir le paquet minimum dès la rentrée scolaire. Maintenant qu'on nous l'a envoyé au premier semestre, on a eu tout le temps pour le commander, le recevoir, le stocker. Et le paquet minimum, qui se veut désormais maximum, a été distribué de façon équitable aux directeurs des différentes écoles de l'arrondissement pour une rentrée scolaire efficiente et effective à Angossas. L'école commençant dès le premier jour de la rentrée. L'erreur que certains de nos parents commettent, surtout ici chez nous, dans les zones reculées, c'est que vous allez voir, la rentrée a lieu lundi, mais il y en a qui viendront 2 semaines après. Or, les cours doivent normalement commencer dès le premier jour de la rentrée. Et ceux qui ratent ces notions de base, généralement connaissent une année scolaire difficile. Demande a été faite aux principaux bénéficiaires de faire leur travail, mais aussi de faire bon usage du matériel reçu afin d'améliorer les résultats scolaires en fin d'année. Mes collègues vont certainement bien se comporter pour que ce matériel serve effectivement pour
les besoins de la cause éducative, l'encadrement des enfants dont ils ont la charge. Et l'inspecteur que je suis est tenu et sera très dispo pour aller sur le terrain, me rendre compte de comment ce matériel est utilisé et surtout conservé. La rentrée scolaire à Angossas n'a donc souffert d'aucun problème, tant didactique, sanitaire que pédagogique. Et chaque école a été appelée à sécuriser son matériel et à mieux l'entretenir en tout temps, au cas où. Et nous ouvrons à présent le dossier de sport de cette édition du 21h. Un nouveau brasier ouvert dans le football camerounais avec la suspension du général Pierre Semengue de la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC. En lieu et place, un comité transitoire mis sur pied par le président de la FECAFOOT. Si certains y voient un conflit d'intérêts, d'autres par contre saluent la décision du président de la FECAFOOT. Jackson Jock et Constantin Odomki étaient sur le terrain. Dans sa résolution 5, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a décidé à l'unanimité des membres présents sur la mise en place d'un comité technique transitoire en charge du football professionnel. Certains acteurs s'accordent à saluer cette mesure. Je pense que la fédération a pris sa responsabilité et a décidé de prendre la question du football à bras le corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la décision première de suspendre la Ligue, qui sortait déjà de ses prérogatives en violant elle-même ses propres règlements, était une décision qui venait un peu tard, mais qui venait à point nommé. Aujourd'hui, que le général ne rend compte à personne, je crois qu'il y a un problème. Et puis un autre élément non moins négligeable, il faut dire que le général a été nommé pour une période de 4 ans en 2011. C'est-à-dire qu'en 2015, normalement, il devait organiser une élection. D'autres, en revanche, y voient un conflit d'intérêts qui n'aide pas le football camerounais. Ici, on est vraiment dans une guerre, dans un conflit d'intérêts où il y a d'autres enjeux, il y a d'autres agendas. Chacun essaye de maîtriser ce qu'il peut maîtriser. N'oublions pas qu'il y a le CHAN qui arrive. Et donc, finalement, je ne pense pas que la question du football camerounais ici soit au cœur des préoccupations. Selon le communiqué de la Fédération camerounaise de football, c'est Aboubakar Alim Konaté qui est désormais en charge de ce comité technique transitoire, et ce, jusqu'au 30 août 2021. Pour rectifier le tir, le général Semengue rejette en bloc cette décision. Il prévoit d'ailleurs aller devant les juridictions compétentes en la matière. Le général décide d'aller à la CCA actuellement. Il prévoit même aller jusqu'au TAS. Et si jamais tout démarre avec la commission que veut mettre sur pied la FECAFOOT et qu'une décision émane de la CCA et que tout est arrêté, qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout à zéro. Et donc, le football camerounais, il est où à partir de ce moment? Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que c'est un groupuscule de personnes qui a pris le football camerounais en otage en décidant de plomber l'avenir des footballeurs avec toutes les conséquences qui en découlent. Il n'y a qu'à voir à quel niveau se trouve le football camerounais, tant au niveau de la sélection nationale Fagnon qu'au niveau des sélections inférieures. Jusqu'où va s'arrêter cette guerre ouverte entre la FECAFOOT et la LFPC? Bien malin qui pourra répondre à cette préoccupation. Suspension donc de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le général Pierre Semengue persiste, signe jusqu'en 2020. Il compte achever son mandat. Il a rendu public cette décision au cours d'un point de presse tenu hier à Yaoundé. Judine Dongo, Anissé Onana. C'est une adresse à la presse nationale et internationale qui fait suite à la réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football ce 3 septembre à Yaoundé. Au terme des travaux qui avaient pour objet d'examiner la situation de la Ligue de football professionnel du Cameroun, il a été résolu de mettre en place un comité technique transitoire en charge du football professionnel. Le 17TT est notamment chargé d'assurer l'organisation, la gestion et la restructuration du football professionnel. Ce, en application et en conformité avec les statuts, codes et règlements, décisions et directives de la Fédération camerounaise de football. Décision a de fait été prise d'écarter définitivement le général Pierre Semengue de la LFPC pour manquement, dysfonctionnement et défaillance dans sa gestion. Décision que le général d'armée de 2e division balaie d'un revers de la main.
En réponse, il a déclaré qu'il ne quittera pas son poste avant la fin de son mandat. Il a en effet été élu pour 4 ans. Il y est en principe encore jusqu'au 27 juillet 2020. Il y restera et défendra son mandat jusqu'au bout. À propos par ailleurs du poste de président d'honneur de la FECAFOOT qui lui sera attribué, le général Pierre Semengue voit en cela une forme de corruption. Autrement dit, on va procéder de m'acheter pour avaliser, pour la constitution, parce que je serai nommé président avec un salaire. C'est de la corruption. Moi, un vieux monsieur comme moi, qui je pense quand même que j'ai été utile dans ce pays, on me propose de m'acheter si je de façon aussi possible. Ce que m'embête, c'est que nous avons quand même une hiérarchie. Nous avons pratiquement annoncé tout cela au ministre. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de résultats. En attendant la réaction de la hiérarchie face au bras de fer FECAFOOT LFPC, on se demande à quand le lancement des championnats professionnels. Prévu le 1er septembre 2019, ils attendent toujours au vestiaire. Éliminatoire Jeux Olympiques Tokyo 2020, les Lions indomptables de football passent au 3e tour. Les Pouliches d'Alain Djemfa affrontaient l'Éthiopie en match retour le 3 septembre au stade Omnisport de Yaoundé. Une rencontre qui s'est refermée sur un score vierge. Judine Dongo, Anissé Onana, une fois de plus. Des occasions de but, elles en ont eu en grand nombre. Malheureusement, les Lions indomptables ont manqué de réalisme. Bien regroupée, l'équipe éthiopienne a su donner du fil à retordre à Choud Adjara et ses coéquipières. La morphologie des Éthiopiennes ne permet pas à nos filles de s'exprimer entièrement. Parce que dans la morphologie, elles sont petites et elles sont rapides. Elles arrivent à jouer en une touche. Ça fait qu'elles amènent plutôt nos filles à ne pas jouer en marquage strict, mais à chercher à jouer en zone. Et ça devient difficile pour nos filles à ce moment qui, comme j'ai dit au départ, donne l'impression qu'elles pèsent. Le Cameroun et l'Éthiopie vont terminer le match à 10 après l'expulsion d'Abou Diongene à la 80e minute et celle du milieu de terrain éthiopien Tesfa Mariam Messoulou quelques minutes plus tard. L'absence au prochain match de la capitaine des Lions n'est cependant pas un gros handicap pour l'équipe. Au match aller, déjà on avait eu un carton rouge, on a pu pallier à cela. Aujourd'hui on a eu un second carton rouge. On va essayer de pallier à cela parce qu'on a un goût de jeu. Et je vous dis, toutes les joueuses se valent. Chacune aura sa chance. Pour le moment, j'ai utilisé les joueuses aujourd'hui qui pourront me donner la qualification. Elles l'ont fait. Les prochains matchs, on verra. Seul l'entraînement me dira qui utiliser. Face à la solide équipe éthiopienne, les Pouliches d'Alain Djemfa n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge à domicile. C'est un problème de cohésion parce que beaucoup sont arrivés il y a juste quelques jours. On a eu peut-être pas assez de temps de travailler ensemble pour pouvoir travailler les derniers ballons. On l'a fait malheureusement cet après-midi, on n'a pas eu de baraka. Mais le plus important déjà en entraînement, c'est de se créer des occasions, ce qu'on a fait ce soir. Et je peux vous rassurer que l'équipe qu'on a vue cet après-midi va crescendo. Donc nous nous préparons, nous sommes sûrs que le prochain tour sera mieux que celui-ci. Après le match nul, un partout concédé à l'aller, un autre match nul sur le score de 0 but partout suffisait aux Lions indomptables pour assurer leur qualification pour le 3e tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elles seront opposées au prochain match à la République démocratique du Congo. Et du sport un peu plus proche de nous à présent, la finale de la 3e édition FestiFoot Jeunes s'est disputée dimanche dernier à Oyak dans l'arrondissement de Douala 3e. Victoire des vétérans d'Oyak Espoir sur Kazedas sur le score de 3-2. Cette finale était présidée par Sa Majesté Njana. Hervé Mokouri nous fait revivre ces moments. Après un championnat de 12 équipes réparties en 2 pôles et qui a connu le sacre du champion Ladonia FC, l'apothéose du tournoi FestiFoot de Yak a eu lieu dimanche dernier avec la finale. À l'affiche, Vétéran Espoir en jaune
Casdedas du bloc 9 en blanc. La finale était parrainée par le groupe de travail OYAC 2 du RDPC Vaurétois représenté par le président de la sous-section, Sa Majesté Ndiana. Le public qui a effectué le déplacement a assisté à une finale très disputée d'un niveau technique et tactique élevé. La rencontre a été dirigée par le central Ndomdji, Guy, qui a dû faire preuve d'autorité et de fermeté pour prendre des décisions au cours d'une partie de 35 minutes x 2. Score à la mi-temps, 2 buts partout. Une mi-temps animée par le groupe Dream Dynamique. À la reprise, les vétérans vont faire preuve d'expérience en inscrivant le 3e but après 15 minutes de jeu, remportant pour le coup la finale. Pour le capitaine des vétérans, cette victoire est le résultat d'un travail d'équipe dans le strict respect du terme. Je pense que c'est la solidarité. Nous avons toujours été comme ça. Nous avons l'engouement entre nous, nous sommes solidaires. Et lorsque un fait l'erreur, on se bat pour essayer de la corriger. Aujourd'hui, par exemple, notre gardien a fait 2 erreurs et nous nous sommes battus pour remporter le titre. Côté organisation, tout est bien qui finit bien. C'est surtout là la concrétisation d'une passion. J'organise les championnats interquartiers depuis des années parce que j'aime tellement le football. C'est une passion, je n'arrive pas à me séparer du football. Donc quand j'ai vu mes grands frères du quartier, j'ai dit vraiment, j'aimerais toujours que les enfants soient en train de jouer, que les gens soient en train de jouer. Parce que vraiment, ça me plaît beaucoup en fait. Je suis fan du football. Pour le parrain, satisfaction globale. J'ai accepté d'être parrain de cet événement parce que ça me plaît bien de voir les jeunes s'épanouir pendant les vacances. Se distraire, s'amuser, au lieu de passer du temps à faire autre chose. Et surtout que pour moi, ça reste un très grand souvenir. J'ai été jeune, beaucoup ont fait pour moi et je dois faire aussi pour les autres. À l'issue de la rencontre, l'heureux finaliste a reçu le trophée du vainqueur des mains du parrain. D'autres récompenses ont aussi été attribuées aux équipes et footballeurs qui se sont distingués tout au long du tournoi. Et c'est à Oyak, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, que cette édition du 21h, préparée par l'ensemble de la rédaction Ante Anga. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres avec le même plaisir. Je vais vous retrouver demain pour le 4e rendez-vous d'information de la semaine. Mais d'ici à là, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Bonsoir.